bonjour à tous. Alors j'ai l'honneur de démarrer des chefs d'oubliés. Moi ça fait plus de 13 ans que je travaille au sein d'Alma sur l'innovation. Et notamment aujourd'hui on accompagne une entreprise dans leur stratégie d'innovation. Et je vous présenterai une slide et on s'implique également comme Jean-François sur les travaux qui ont lieu actuellement en termes de normalisation de l'innovation, qui est normalisation d'un système de management de l'innovation. Donc c'est des travaux qui sont conduits au niveau international et pilotés par la France. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Le son est un peu étouffé. Elle dit moyen, mais elle est très exigeante. Il y a un autre micro ou pas? Ma présentation est en anglais. Ah, c'est mieux? Et il faut que ce soit Oui, plus merci proche. Michel. Plus proche. Merci. Ma présentation est en anglais, sans mic. Et par contre, je vais parler en français. Quelques mots sur Alma. Donc, on est aujourd'hui 600 personnes présentes dans 14 pays. Vous trouvez ici l'implication et le périmètre sur lequel on intervient au niveau de l'innovation, soit en termes d'implantation, soit au niveau des pays qu'on est en train de regarder pour éventuellement également être présent dans ces régions. Alors, si on revient sur notre sujet, c'est vrai que le micro est un petit peu... Donc, de notre approche, l'approche qu'on a menée, et si on regarde ce qui se fait au niveau de l'innovation de rupture, on a finalement un certain nombre d'innovations qui sont apparues récemment, des termes que vous connaissez. Au niveau technologique, alors on va parler de cloud computing, on va parler de big data, tout ce qui est analyse big data. Au niveau des modèles d'investissement, le crowdfunding, mais pas que, mais ce sont des choses qui sont apparues récemment et qui viennent bouleverser l'organisation, l'écosystème, et sur lequel finalement tout un chacun se retrouve à devoir réagir. Les modèles, les business models, on voit de plus en plus apparaître le SaaS, donc des offres qui sont mises et commercialisées par le biais d'Internet, donc chose qui n'existait pas il y a quelques années. Au niveau marketing, ça bouleverse aussi pas mal les organisations, c'est l'engagement social, donc plus en interaction avec finalement nos clients qui sont en mesure de donner leur avis, nous noter, nous apporter des informations qu'on est obligé de prendre en considération. Bref, l'interaction avec nos clients se retrouve bouleversée et donc le métier du marketing indirectement évolue. Tout ce qui va être développement de produits, et là on va parler du développement agile, et puis la création des startups, et on arrive sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le Lean Startup. Lean Startup, et on se rend compte que la plupart des innovations qui sont créées aujourd'hui le sont par des startups. Donc c'est un fait. Si on regarde la plupart des grandes entreprises et des grandes innovations de rupture aujourd'hui viennent de sociétés qu'on ne connaissait pas il y a une dizaine d'années. Bref, donc comment prendre en compte ces éléments? Les modèles traditionnels de nos entreprises structurées sont challengés. Ils sont challengés, et si on regarde de manière un petit peu pragmatique, quelle est la feuille de route d'un département stratégie? C'est d'analyser le marché, d'analyser les technologies émergentes et les tendances. C'est souvent ce qu'on demande à un département stratégie, c'est son job. La R&D doit fournir des innovations de demain, évidemment de rupture. Alors, est-ce que pour autant, ces structures, telles qu'on est organisé aujourd'hui dans ces grandes entreprises, est-ce qu'elles sont pérennes et est-ce qu'elles sont toujours en mesure de délivrer leur mission? Alors, la réponse est oui, mais il faut prendre en compte un certain nombre de choses. La première chose, c'est finalement qu'on voit que ces innovations qui sont apparues et qui sont drivées par les PME, finalement, c'est de savoir où ces innovations sont susceptibles d'apparaître. Et donc, pour un grand groupe, c'est d'être en mesure d'être dans les endroits où de telles innovations sont susceptibles d'émerger. Et puis d'être partie intégrante de l'écosystème qui génère et qui finance ces innovations. Donc moi, grand groupe, moi, structure, où finalement je vais devoir être, dans quel groupe, dans quel réseau, quels sont les endroits où je dois être dans lesquels je dois être impliqué pour finalement ne pas rater les innovations de demain.
suivre ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Alors les problèmes du modèle traditionnel, et après j'arriverai à des approches et des solutions possibles. Les principaux problèmes du modèle traditionnel, c'est que finalement il y a de plus en plus de vitesse, il faut répondre de plus en plus rapidement à des conditions de marché qui changent. On a également des innovations qui peuvent apparaître à plein de niveaux, pas uniquement technologiques, donc il y a des innovations technologiques, mais pas que, et donc être en mesure de suivre toutes ces innovations qui peuvent apparaître. Ne pas se voiler la face et se dire que la plupart des innovations sont aujourd'hui créées par des PME, et donc prendre en compte cet élément. Ce n'est pas uniquement les laboratoires de recherche qui créent les innovations de demain, il y a également les PME. Comment ces éléments viennent impacter ou comment une structure peut suivre peut anticiper et suivre ces PME. Et puis, l'avant-dernier problème, c'est d'aligner une business unit, ses objectifs, les métriques avec la R&D, toujours ce lien R&D et impact business. Et enfin, vaste problème, vaste sujet, la ROI. Et donc avoir des métriques qui permettent de mesurer le retour sur investissement de projets d'innovation. Donc ça, c'est des problèmes. Alors, par rapport à ça, l'objectif, c'est de replacer la R&D au centre d'innovation de rupture. 4 axes. Tout d'abord, s'organiser pour avoir accès à l'écosystème des startups et l'innovation qu'elles créent. C'est ce qu'on appelle le corporate venturing. C'est comment est-ce que je peux avoir accès, comment est-ce que je traite cette problématique d'avoir accès à l'écosystème de ces startups. Deuxième élément, l'intrapreneuriat. Donc là, le premier élément était plutôt externe. Le deuxième est comment je peux m'organiser en interne pour motiver mes équipes, faire en sorte qu'il y ait des idées qui émergent au sein de mes collaborateurs et aider mes collaborateurs à faire émerger leur idée, à transformer cette idée en concept et que ça devienne une innovation, une entreprise qui peut ensuite pouvoir vivre sa vie. Autre point, c'est regarder les entreprises, l'écosystème et identifier les partenaires extérieurs qui peuvent fournir des avantages stratégiques. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de très classique, mais trouver les meilleurs partenaires stratégiques qui existent sur mes métiers et avec lesquels j'ai un intérêt demain à collaborer. Et puis, quatrième point, m'organiser pour être en mesure de décliner ensuite mes actions au niveau de mon entreprise pour une éventuelle acquisition de ces entreprises innovantes. Sachant qu'une fois qu'elles ont été identifiées, ça nécessite qu'une direction se pose la question, est-ce que oui ou non je dois collaborer avec cette entreprise, est-ce que oui ou non je dois l'acquérir, pour quel intérêt, est-ce que c'est un intérêt financier, génération de revenus, ou est-ce que c'est un intérêt plutôt de rupture, d'innovation de rupture, et donc de se dire, ce sera peut-être le métier de demain. Donc c'est soit un investissement immédiat, soit un investissement à pari sur le futur, mais de se structurer au niveau de mon entreprise pour pouvoir décider des acquisitions stratégiques une fois que j'ai identifié les partenaires les plus intéressants. Alors si on regarde l'entreprise telle qu'elle est structurée, alors il y a plein de modèles, mais en tous les cas, une entreprise aujourd'hui, elle a un système, une organisation, des outils, des ressources, elle se structure, elle a des process et elle a des modes de management. On voit autour de ça différents éléments qui sont en lien directement avec un système d'innovation, la culture d'innovation, les connaissances, la stratégie. On a des partenaires, key areas, donc là c'est plutôt les endroits où il faut éventuellement être présent. Et puis les financements. Et quand on parle de Lean Startup, le Lean Startup a une incidence sur le système, elle a une incidence sur les outils, et elle a aussi une incidence qui concerne les personnes. Donc elle est transverse. Donc l'adresser, c'est adresser l'ensemble de ces éléments. On adresse à la fois les personnes, on a aussi une incidence sur le système, donc sur l'organisation, et on a aussi une incidence sur les outils qu'on peut utiliser pour justement être efficace. Sachant qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif c'est la création de valeur. Voilà. Alors comment nous on a pris en compte ces éléments? Quelles sont aujourd'hui les approches qu'on peut préconiser? Tout d'abord, il faut savoir d'où on part. En premier lieu, c'est l'évaluation de notre état de maturité actuel.
pour mesurer ses forces et faiblesses. On souhaite embarquer avec nous nos collaborateurs, donc c'est aussi, ça permet de les motiver, de faire en sorte qu'ils soient partie prenante de cette aventure, comment intégrer le Lean dans mon entreprise. Identifier, bon moyen pour identifier ceux qui ont une passion et ceux qui ont envie de participer. Tout le monde n'a pas envie de participer, c'est souvent un frein à des changements dans une grande structure. Et puis, un autre élément de l'évaluation, c'est avoir des premiers éléments de mesure pour une direction. Je m'engage dans une démarche de Lean, certes, et j'ai déjà des premiers éléments qui vont me permettre, moi, de pouvoir communiquer en interne auprès de mes collaborateurs et de ma direction. Alors pour ça, vous avez très souvent, c'est ce que peuvent mener les entreprises, à la fois une étude quantitative auprès de l'ensemble des collaborateurs, une étude qualitative, ça, on embarque tout le monde. Et puis, on a des outils. Alors, nous, on a développé un outil qui, aujourd'hui, est public et accessible, tout un chacun peut utiliser, qui permet de donner une mesure du degré d'innovation perçu par un collaborateur dans une entreprise. Voilà, vous répondez à un certain nombre de questions. Vous avez votre perception du degré de maturité de votre entreprise. Dans tous les cas, vous savez où vous en êtes et ce que vous pouvez éventuellement décliner derrière. Après, une fois que vous savez où vous êtes, il faut être créatif et encourager l'intrapreneuriat. On revient sur la deuxième brique que j'évoquais tout à l'heure. L'intrapreneuriat, comment est-ce qu'on peut concrètement le mettre en place? Alors on va reparler de choses assez classiques, mais conduire des sessions de créativité. Il y a plein de méthodes qui existent. Ces sessions de créativité vont permettre de faire émerger beaucoup d'idées. Ces idées, on va ensuite les analyser, les trier, les filtrer pour en retenir certaines, et ces idées retenues vont ensuite pouvoir être transformées en concepts avec les intrapreneurs qui vont travailler dessus. Et là, le modèle qui également est disponible et que vous pouvez utiliser, c'est le Lean Canva modèle, qui permet à chaque intrapreneur, et si vous l'accompagnez, de travailler avec lui sur ces logiques-là, d'adresser quel problème il a, la proposition de valeur, et vous avez le séquençage des différents éléments de ce Lean Canva, donc les problèmes, la proposition de valeur, quelle solution le projet, l'idée entend apporter. Ensuite, vous pouvez travailler sur les canaux de distribution, le coût, les revenus, comment vous allez mesurer l'ensemble, et ensuite les avantages que vos concurrents, que les éventuels concurrents ne pourront pas, auront du mal à adresser, ou qui seront votre vraie valeur par rapport à l'existant. En tous les cas, c'est des éléments, des outils qui sont intéressants à utiliser. Ensuite, travailler avec, en interne, une fois que vous avez ces idées qui émergent, accompagner ces intrapreneurs sur leurs idées et appliquer la méthode du Lean. Alors, je ne reviens pas dessus, je ne sais pas si ce sera évoqué un petit peu plus tard, mais bon, c'est des choses que vous trouvez qui sont aujourd'hui disponibles et que vous pouvez acheter, qui sont reprises dans pas mal de livres. Aider donc dans la mise en œuvre de cette démarche en interne, aider donc ces intrapreneurs à identifier les bons leviers de financement nationaux et européens. Parce qu'on le verra tout à l'heure avec Jean-François, rien ne se fait sans financement. C'est en tout cas un élément important. Aider à trouver les bons partenaires, que ce soit technologique ou orienté business. Et là, vous avez également des outils. Alors, chaque organisme peut s'équiper d'outils de veille, d'analyse de données pour identifier les meilleurs partenaires. Et puis, les aider à ensuite tester leur idée à travers des études qualitatives et quantitatives. Voilà. C'est une logique méthodologique qui peut être suivie. Je bascule sur l'approche, donc on était sur l'entrepreneuriat, sur l'approche externe. On cherche à identifier les meilleurs partenaires, small and large companies, qui peuvent vous fournir des avantages pour votre business de demain. Donc on est sur une même logique de scouting, donc que ce soit technology scouting, trouver les meilleurs partenaires technologiques, ou innovation scouting, trouver le meilleur partenaire innovant, d'innovation. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser de plus en plus, il existe des outils et des méthodologies pour analyser des volumes très conséquents de données qui vous permettent de filtrer ensuite et d'identifier les partenaires qui seraient les plus pertinents, les plus intéressants par rapport à votre métier. Alors, on va, au niveau d'Alma, pour vous donner un exemple, on est, nous, sur l'analyse, par exemple, sur certains sujets de large volume de données en termes de brevets, en
termes de publication, en termes d'implication dans des projets européens, des projets collaboratifs, et bref, par rapport à une problématique donnée, d'identifier sur l'ensemble de ces éléments les partenaires qui seraient les plus intéressants avec lesquels une collaboration pourrait être envisagée. Alors ça vous donne ce type d'analyse, mais des outils, des analyses, des représentations, mais qui sont des aides à la décision et qui peuvent permettre de filtrer, d'identifier les partenaires les plus pertinents avec lesquels collaborer. Ça permet également de faire un benchmark au niveau international pour trouver les endroits les plus intéressants où vous pourriez vous implanter, à suivre ou au contraire décider d'être présent et ou d'avoir un partenaire sur place. Bref, en tout cas, sur votre domaine, sur vos problématiques, quels sont les endroits à suivre. Idem, outil d'aide à la décision, qui peut être intéressant ensuite pour une direction. Et puis, troisième élément intéressant pour une direction, c'est, certes, c'est très bien, mais combien ça coûte et est-ce qu'il y a moyen d'obtenir des financements pour m'aider dans cette démarche? Et donc là, on revient sur ce qui existe aujourd'hui en termes de programmes et dispositifs de financement en partenariat, au-delà de la fiscalité que l'on connaît, voilà, tous les programmes collaboratifs qui peuvent aider dans la mise en œuvre d'une démarche partenariale. Alors, si on parle du dernier élément, comment avoir accès à l'écosystème global et à l'innovation que les PME peuvent créer. Simplement ici, c'est de se dire qu'il y a, on est au niveau mondial, on ne peut pas forcément tout suivre, et en tout cas, c'est quelque chose qui est à regarder, c'est de se dire finalement avec qui je peux travailler dans cette logique d'identifier les meilleures entreprises, les meilleures technologies, et donc d'avoir des partenaires qui soient en mesure d'accompagner ou de vous accompagner dans cette démarche-là. Par exemple, vous me dites qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Peut-être que d'avoir sur place des partenaires, des associations présentes sont aussi des bons moyens d'avoir de l'information qui remonte et que vous pouvez traiter et utiliser au niveau de votre stratégie. Et puis, dernier élément, c'est ensuite de bien définir les process pour sélectionner et analyser les entreprises. C'est bien beau d'en trouver, mais est-ce que ce sont les bonnes? Bref, c'est d'avoir anticipé, d'avoir une démarche de sélection pour ensuite se dire quelles sont finalement celles qui sont les plus pertinentes pour mon activité et avec lesquelles j'ai un intérêt à travailler. Pour terminer, la logique qu'on suit est la suivante. Donc, on démarre par l'évaluation. Ensuite, c'est de se concentrer sur cette logique interne de booster l'intrapreneuriat. Et donc, s'engager dans des logiques de créativité, de canevas et d'opportunités de financement. Ensuite, c'est d'analyser l'écosystème, donc benchmarker l'écosystème et être en mesure de le suivre. Ce n'est pas une démarche en one-shot, c'est vraiment dans une logique de suivi de ce qui se passe au niveau externe, de suivre les opportunités de financement qui permettent la mise en œuvre de cette logique partenariale une fois que les startups ont été identifiées ou aider nos propres startups à se développer. Et puis de se structurer son entreprise pour évaluer les innovations et définir des métriques, des KPI qui font sens au regard de sa propre structure. Alors au niveau d'Alma, on s'est impliqué juste pour information, parce que c'est lié également, on a coordonné un projet sur l'évaluation du management de l'innovation au niveau européen, et puis on est impliqué sur des travaux de normalisation que j'évoquais au démarrage au niveau international, donc ça implique 42 pays aujourd'hui, sur le management de l'innovation, sur les systèmes, les outils, et donc indirectement le Lean Startup a fait l'objet, on était à une réunion la semaine dernière, a fait l'objet de comment ces éléments viennent s'intégrer dans ces travaux qui sont en cours depuis 2 ans. C'est la standardisation, donc c'est quelque chose qui dure. Ça a démarré il y a 2 ans et ça va finir d'ici, je pense, 2 ans. Mais en tout cas, 42 pays, beaucoup de personnes impliquées au niveau mondial pour fournir des outils, des méthodes et des process qui vont permettre à toute entreprise aussi d'utiliser ces éléments pour voir comment elles peuvent se les approprier dans leur développement. Alors pour terminer, c'est ma dernière slide. C'était juste pour dire qu'adresser ce type de problématique peut parfois être très stratégique et que
la logique de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça coûte, est-ce que ça coûte pas, parfois elle peut devenir dérisoire. Pourquoi je dis ça? Si Kodak, peut-être que c'est l'exemple qu'on prend très souvent, mais si Kodak s'était dit à un moment donné je ne me pose pas la question, j'y vais, j'investis, il ne se serait peut-être pas passé ce qui s'est passé. On ne le saura jamais. Et en inverse, Google, c'est l'exemple, ils ont investi dans beaucoup de startups, ils ont acheté beaucoup de startups, ils font cette démarche-là, ils se ratent souvent. Souvent, ils en achètent beaucoup, mais de toutes celles qu'ils ont rachetées, il y en a peut-être beaucoup qui n'ont pas été des succès, mais dans le lot, certaines sont des succès, comme Nest, qui leur ont apporté une vraie valeur supplémentaire sur leur marché. Donc, la question est de se dire, en tant qu'entreprise, est-ce qu'on veut ou pas se poser la question? La question, il faut se la poser. Après, c'est comment se dire, comment y répondre.